bonjour, je suis très heureux de la parution de ces entretiens avec mon amie Régine, que nous venons de perdre. J'ai connu Régine lorsqu'elle est arrivée à Montréal et j'ai tout de suite sympathisé avec elle pour toutes sortes de raisons. Et ces raisons-là, on peut les ramener à son œuvre. Elle a une œuvre très abondante et très diversifiée. Régine était d'abord une intellectuelle qui avait de l'intérêt pour le discours, pour la société, ce qu'il est convenu d'appeler maintenant le discours social. Toute sa première œuvre est en quelque sorte portée par ce projet. Par la suite, elle a entrepris une deuxième œuvre, si j'ose dire, une œuvre de sociologie critique, quand elle a travaillé sur l'expressionnisme, sur toute la question du réalisme soviétique. Elle a fait énormément de belles choses. Mais moi, je retiens un livre, je porte une toute petite attention personnelle à ce livre. Ça s'appelle Le Cheval blanc de Lénine. Alors, ce livre-là résume presque toute son œuvre, c'est-à-dire sa nostalgie du communisme soviétique, c'est-à-dire d'une communauté idéale qui était une utopie merveilleuse pour elle et qu'elle n'a jamais abandonnée malgré tout, si j'ose dire, et en même temps un souvenir personnel, la question de son père. Alors, c'est évidemment la question de la judaïté, l'extermination de sa famille, qui passe par le souvenir idéalisé de son père. Alors, je sais que ces entretiens-là vont me passionner. Je ne les ai pas lus encore. J'ai très hâte de les lire. Je remercie Stéphane Lépine de l'avoir fait. Et je voudrais aussi dire en terminant que toute l'œuvre de Régine mérite le détour jusqu'à ses plus récents livres, Le Mal de Paris, Berlin Chantier, qui est une merveille. Sa passion pour Berlin est bien connue, pour New York. Bref, son œuvre est admirable et je suis très content de la retrouver dans les entretiens menés par mon ami Stéphane. Autant que ses idées lumineuses, c'est l'exemple de Régine Robin qui compte pour moi. La rigueur de sa pensée, sa fidélité, son engagement. Une posture critique, mais aussi une manière de vivre le passé au présent. Je l'ai rencontrée en 1984. Je venais de lire L'amour du Yiddish et j'étais absolument étonnée de rencontrer cette petite personne à la voix très française, alors que je m'attendais à quelqu'un de certainement beaucoup plus grand, avec un accent est-européen. J'ai appris à la connaître quand j'ai suivi un séminaire avec elle sur Bakhtin à l'UQAM. Chaque séance du séminaire, comme d'ailleurs chacune des nombreuses présentations que j'ai entendues d'elle au cours des décennies, était soigneusement préparée sans exception, remplie de citations parce que Régine adorait citer, et captivante par la force et la cohérence du propos. L'histoire, la langue, la ville, la mémoire, la judéité, l'entre-deux, ce sont des notions que je déploie dans une syntaxe d'abord définie par Régine. À choisir la plus importante parmi elles, je choisis la judéité, parce que c'est Régine qui m'a montré comment être juive, comment investir cette histoire et ces langues, tout en habitant l'entre-deux. Mais il m'est difficile en fait de départager les influences, tant son esprit m'accompagne, imprègne mes lectures, de Kafka à Joseph Roth, et mes promenades de Montréal à Berlin, et continue d'enrichir ma perception du monde. Je me souviens de Régine Robin à la manière de Pérec, qui aurait pu être son grand frère de Belleville. Je me souviens du choc qu'a été la lecture du Cheval blanc de Lénine. C'était, je crois, en 79, un livre incroyable, comme un ovni, à la fois mythologie personnelle, grande histoire, et imaginaire, un livre plein de talent et qui ne ressemblait à rien. Le talent de Régine, d'ailleurs, les mélanges, les choses qui ressemblent à rien. Je me souviens de notre amitié, je ne sais pas très bien comment elle a commencé, mais c'était dans les années 80. Je préparais Le silence de la mémoire, nous parlions de nos livres respectifs, et c'était
et c'était un grand plaisir. Nous avions des complicités aussi, parfois des accrochages. Je me souviens d'un dîner à la maison, mon compagnon l'a traitée de stalinienne. Nous venions du trotskisme, elle était indignée, furieuse. Je me souviens aussi de nos discussions sans fin au Select, la fameuse brasserie de Montparnasse où elle avait sa table. Et on parlait de la vie comme elle va, plutôt bien, plutôt mal. On parlait de cinéma, énormément de cinéma. Et de nos projets de livres. Et je me souviens à propos des livres, j'en ai publié 5 dans la de Régine, dans la collection que je dirigeais chez Stock, de nos discussions pied à pied. Je voulais lui faire couper des passages, je trouvais ça un peu trop copieux, un peu trop digressif, enfin c'était mon avis. Et elle se rebellait, puis finalement elle acceptait, mais elle disait après que je l'avais violentée, enfin, comme si on pouvait violenter Régine. Mais enfin, c'était pour avoir le dernier mot, je crois. Et puis, je me souviens aussi de nos récits de voyage, de nos complicités, de sa maison à Montréal, pleine de bouquins, de ses envies de m'emmener à Berlin et de mes réticences. Et je me souviens de la dernière fois où je l'ai vue dans un cinéma de Montparnasse, non loin de chez elle. Et aujourd'hui, il n'y a plus, les cinémas sont fermés, les cafés sont fermés, les voyages sont impossibles, les grandes déambulations dans les villes sont difficiles aussi. Bref, tout ce qu'elle aimait n'est plus possible et elle aurait détesté ça, vraiment détesté ça. Bref, elle est toujours avec moi. Si vous étiez vivante, Régine, et que la Covid persistait comme elle persiste, je serais chez vous cet après-midi, ou encore vous seriez à Paris avec Claude. Mais disons que vous seriez à Montréal. Aujourd'hui serait un autre moment de ces entretiens que j'ai eu la chance d'avoir avec vous, ma chère Régine. Je m'assierai devant vous à 3 ou 4 mètres dans mon fauteuil près de la porte ouverte que vous auriez préparée, avec mon masque que vous préfériez que j'enlève, mais nous resterions prudentes. Je serai chez vous sur de l'épée à Outremont. J'aurais monté les marches qui m'auraient conduite à votre logement montréalais, non sans penser qu'il doit vous être pénible de grimper jusqu'au 2e. J'aurais passé la porte qui reste ouverte, pour moi, aurais-je eu la prétention de croire. Je viendrais de dire « Régine ?» et vous m'auriez répondu « Oui, oui, je suis là », sans vous lever de votre canapé. Votre voix me guiderait. Je traverserai votre vaste salon. Je prendrai place dans mon fauteuil ou à la fenêtre face à vous et alors que nous converserions, la lumière se tamiserait. Il faut dire que j'arrive souvent chez vous au moment où le soleil pénètre dans votre salon. Vous donnez sur l'ouest et vous aimez, me dites-vous, vous retrouver dans cette pièce en fin d'après-midi. La lumière qui nous accompagne est rougeoyante, splendide. Vous qui avez du mal avec l'hiver montréalais, c'est un de vos biographènes, vous appréciez de Montréal la lumière de l'après-midi dans votre salon. Le soleil tombe rapidement. Il est haut dans le ciel et puis le voilà qui plonge, plouf. C'est l'heure violette, comme dirait T.S. Eliot. À ce moment, là, vous me demanderiez de me lever de mon fauteuil et d'allumer une petite lampe juste à côté de moi. Je penserai à votre livre sur Modiano, ces lampes qu'on a oublié d'éteindre, mais je ne vous le dirai pas et je sentirai que la lampe et sa lumière peuvent vous rassurer. Vous ne me confieriez pas cette angoisse. Je me lèverai et allumerai la pièce de cette magnifique lampe art déco qui est juste là, à côté de moi. Je vous dis chaque semaine combien j'aime votre lampe et il vous arrive de me raconter encore une fois comment vous l'avez acquise, que c'est un coup de tête. Je retourne à mon fauteuil. Je sais que je dois partir bientôt, mais je reste encore un peu en vous posant une dernière question sur la santé de votre grand frère ou encore sur un passage de Modiano à la télévision alors qu'il n'arrive pas à enfiler les phrases, qu'il balbutie. Vous adorez me raconter combien ce grand écrivain a du mal à parler et je ne me lasse pas de vous entendre. Je ne veux pas partir, vous laisser. Vous soulignez cette excentricité, cette petite folie de Modiano. Je ris. Je me prépare quand même à vous quitter en riant avec vous.
comme nous rions. Je reviendrai la semaine prochaine. Je songe à la lampe art déco qui vous a coûté les yeux de la tête. Je me demande si je dois la laisser allumée. Vous me dites, un peu irrité, mais bien sûr, je songe qu'elle veille encore sur vous. Christian Nadeau inaugure sa nouvelle collection, d'ailleurs, en donnant la parole à Régine Robin. J'en suis ravi et évidemment j'en suis touché. Régine Robin ne venait pas juste de France dans le paysage culturel, dans le paysage de la pensée au Québec. Elle venait, elle pensait d'ailleurs. Nous pensons toujours d'ailleurs, écrivait sa grande amie Nicole Lapierre, qui a consacré un ouvrage magnifique au décentrement, au décentrage, à cette idée selon laquelle on pense toujours à côté. On comprend pourquoi Nicole Lapierre et Régine Robin étaient si proches l'une de l'autre. Alors oui, Régine Robin pensait d'ailleurs. Elle était historienne ou sociologue aux yeux des écrivains. Elle était écrivain aux yeux des historiens, elle qui imposait d'ailleurs une manière d'écrire l'histoire tout à fait singulière. C'était une femme, le terme n'est pas de moi, je l'emprunte à un groupe d'intellectuels qui ont consacré un livre magnifique à Régine Robin. Elle proposait une œuvre indisciplinaire. Elle était en effet irréductible à aucune discipline. Elle était indisciplinée et pensait toujours en employant les vocabulaires et les points de vue d'autres disciplines. C'est bien l'une des raisons essentielles pour lesquelles nous étions si proches, elle et moi. Les seuls écrivains, les seuls intellectuels, les seuls artistes qui m'accompagnent, avec lesquels je suis en dialogue, sont indisciplinés. Rencontrent le monde dans le sens opposé, pour reprendre la formule de Thomas Bernhard. Et Régine Robin en était une, hors de tout doute. Elle me fait penser au Wojciech de Georg Büchner, qui répète sans cesse « Ich muss fort », « il faut que je parte », aux grandes dames de tous ceux et celles qui voudraient mettre la main dessus. On ne pouvait pas mettre la main sur Régine Robin, qui échappait toujours, qui était toujours en mouvement. Sa pensée logeait, je le répète, toujours ailleurs. J'ai fait la connaissance de Régine Robin, comme beaucoup de gens de ma génération, au début des années 1980, au moment de la parution de La Québécoite, un livre qui a été très très important au Québec au moment de sa parution. Et puis j'ai eu l'immense plaisir d'entrer en dialogue avec elle fréquemment à partir de la fin des années 1990, au moment où j'étais réalisateur et animateur d'émissions littéraires à la chaîne culturelle de Radio-Canada. Je l'ai interviewé pour parler de chacun de ses livres au moment de leur parution, mais également pour parler d'auteurs qui étaient importants pour elle, avec lesquels elle était en dialogue, un dialogue parfois conflictuel. Je pense à Joseph Roth ou Philip Roth, je pense à Pérec, à Robert Bobert, à Mallarmé, à Günter Grass. On a également fait ensemble, je me souviens, une émission sur la question de la responsabilité allemande, et notre dialogue a culminé au début des années 2000 dans une vaste série au bout de la ligne, une série de carnets radiophoniques, une série de 10 fois 1 heure, série qui a scellé en quelque sorte notre amitié. Et j'ai eu, oui, l'immense privilège d'être un de ses tout derniers interlocuteurs. Et j'ai pu dialoguer avec elle de manière singulière entre l'été 2019 et l'été 2020. Oui, de manière singulière. Encore une fois, ces entretiens échappent à ce que l'on peut attendre d'entretiens traditionnels. Régine en parle comme un chœur à 2 voix. Il ne fait pas de doute que l'un et l'autre trouvions en quelque sorte notre pensée
dans ce que l'autre énonçait. Ces entretiens ont une immense valeur pour moi et pas étonnant que Régine, en cours de route, ait pensé leur donner comme titre « À côté de la plaque ». Toujours à côté, cette chère Régine, toujours non alignée, on a finalement renoncé à ce titre pour les coiffer de « Les ombres de la mémoire ». La mémoire de Régine et la mienne se rencontrent à bien des égards. Il est difficile de ne pas repenser à ce que dit le messager dans la Médée d'Euripide. La vie des hommes est une ombre que la mort n'efface pas. Bonjour, je vais vous inviter à faire un très beau voyage. Ce voyage, c'est celui proposé par les entretiens entre Stéphane Lépine et Régine Robin. Feu Régine Robin, puisque ces entretiens ont eu lieu peu de temps avant sa mort. Ces entretiens autobiographiques constituent le premier livre en fait d'une nouvelle collection que j'aurai le bonheur de diriger, bonheur et privilège bien sûr de diriger, publiée par Somme Toute. Cette collection s'intitule « D'ailleurs ». Tous les livres de cette collection seront consacrés à des personnalités de la société québécoise issues de l'immigration, qui ont un regard différent sur notre monde, que ce soit en raison de leur origine ou parce que leur trajectoire témoigne de plusieurs identités, comme c'est le cas avec Régine Robin. Ces multiples identités elles-mêmes révèlent ce que Édouard Saïd, que j'aimerais citer ici, aurait nommé une biographie en contrepoint. Alors on ne pouvait pas imaginer inaugurer mieux cette collection qu'avec ses entretiens avec Régine Robin, dont la biographie, en fait, apparaît comme une grande toile d'identités multiples, où se rencontre à la fois la culture québécoise, américaine, mais aussi, bien entendu, la culture allemande et française. Ces vies croisées, ce sont des regards aussi sur notre propre culture. Parce que, en fait, parler d'ailleurs est peut-être la meilleure manière de parler d'ici.